Trendemic et d'où ça vient. Trendemic étant une entreprise de conseil en innovation. Ça va nous dire en soi, c'est-à-dire que nous, on aide nos clients à créer et surtout maintenir une culture de l'innovation. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça se fait qu'on commence vraiment à parler autant d'innovation, autant de créativité, etc. Et l'idée, c'est que j'aimerais partir de ce qui a pour moi été fondateur, c'est de quitter l'Australie pour revenir en France, après 10 ans en Australie, pour reprendre une entreprise qui avait été fondée par un ami de lycée, Martial Potra, dans la compétition automobile, notamment 4x4. Et pas n'importe quelle entreprise, parce que cette entreprise était quand même vraiment une écurie de compétition, champion de France en 4x4, vainqueur 3 ans de suite des 24 heures 4x4, premier équipe privée au Dakar, plein de réussites assez incroyables. Le seul truc, c'est que notre ambition était d'aller un peu plus loin que simplement préparer des bagnoles pour des clients, aller dans le désert, se casser le dos dans le camion. On voulait aller un petit peu plus loin que ça. Donc très rapidement, on a commencé à se dire, tiens, peut-être qu'avec notre expertise industrielle, notre expertise en ingénierie de voiture, en moteur, peut-être qu'on s'est dit, tiens, on pourrait apporter des améliorations à un produit déjà existant. Le produit étant déjà existant s'appelle un Bowler One-Cat, produit en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a pris une voiture et en fait on a changé plein de choses. On a fait le moteur, on a changé les amortisseurs, on a changé le train avant, puis le train arrière, bon bref. On a changé plein de choses sur un truc qui existait déjà. Donc déjà, vous voyez, ça peut marcher avec des pots de peinture, ça peut marcher avec des pots de yaourt, ça peut marcher avec plein de choses. Simplement, on a fait de l'amélioration qu'on appelle incrémentale, l'amélioration de quelque chose qui existait déjà. Et ce qui faisait, on transformait ce truc à gauche en ce truc à droite. Tout de suite, on voit bien le travail qu'on fait. On voit tout de suite, c'était vraiment différent. Le seul souci, c'est qu'on a appris assez rapidement qu'une amélioration incrémentale, donc quelque chose qui existe déjà qu'on améliore, a une marge, un retour sur investissement, un retour financier qui s'amenuise rapidement d'année en année. Parce que les clients, ça les amuse plus, parce que les clients veulent du nouveau, parce que les clients ont assez. Surtout que, en plus, en même temps, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que le fabricant lui-même a mis la main sur un de nos véhicules préparés et a fait la même chose. Version Apple, fait tout le temps Apple. Donc on s'est retrouvé, finalement, c'est le fabricant qui fait ce qu'on faisait, donc maintenant il faut qu'on trouve autre chose. Donc il a fallu qu'on bouge. Sauf qu'on s'est dit, on ne va pas bouger tout seul. Donc en tant que nous, tout seul, c'était la direction, les dirigeants. Donc en fait, par tâtonnement, on s'est dit, tiens, il faut qu'on soit un peu plus innovant. Je trouve qu'à l'époque, le mot innovant, innovation, on ne savait pas trop parler, on ne savait pas trop ce que c'était, donc on s'est dit non, il faut qu'on se réinvente. Nous, le sujet, c'est la réinvention, c'est pas l'innovation. Et pour se réinventer, on s'est dit, bon, on a toute une équipe autour de nous, on a des passionnés, peut-être qu'on peut faire travailler tout le monde à quel sera l'avenir, le lendemain de cette entreprise qui s'appelle Technorêve. Alors la première chose, et vous allez voir, ça marche avec toutes les entreprises, on s'est posé la question, ok, mais déjà qui on est, qui sommes-nous? Voilà, à l'époque, on avait 8 ans d'existence, qui est Technorêve, qui sommes-nous? Donc on s'est posé la question par rapport en interne, par rapport à l'externe. Donc qui on est nous, déjà nous, là les collaborateurs, les gens qui nous aident lors des courses, et quelle est notre différence par rapport à l'étranger, entre guillemets, c'est-à-dire le dehors de l'entreprise. On est venu avec deux concepts. Premier concept, en réunissant un peu tout le monde, en leur posant la question, pourquoi vous pensez qu'on est différent par rapport à nos concurrents, c'est bien de le dire, on est venu avec l'idée de ce qu'on appelle l'état d'esprit d'équipe. Donc l'état d'esprit d'équipe, c'est de dire, voilà, on est en compétition, on est une écurie, donc forcément, quand on est dans le Dakar ou n'importe quelle autre course, on tombe en panne, c'est pas chacun pour soi, c'est tous ensemble, on résout le problème ensemble. La seconde chose, on s'est positionné, donc là c'est passé beaucoup plus sur l'extérieur, par rapport à une notion qu'on appelle le garagisme. Donc on a fait bosser les gens, c'est quoi le garagisme? En fait, en gros, c'est d'être traité comme par un garagiste. Le garagiste étant celui qui ne tient pas les délais, qui vous ment sur le devis, on a un peu poussé le truc un peu loin, mais nous on était vraiment tout le contraire. Vraiment, on a voulu vraiment marquer la différence qu'il y a entre garagiste et préparateur. C'est pas la même chose, c'est pas le même prix non plus d'ailleurs. Ensuite, on a instauré, en fait, c'est juste pour avoir la taille des amortisseurs, c'est pas parce que je m'amuse à prendre en photo à côté de ta gueule. Ensuite, on s'est dit, mais nos idées, elles peuvent venir que si on laisse nos collaborateurs sortir.
aller voir ce qui se passe ailleurs, à travers le monde. Donc si jamais il y avait un de nos collaborateurs qui venait nous voir avec un projet en disant voilà, il y a un salon de la bagnole à Détroit, et je pense que ce serait pas mal parce qu'il y a de nouveaux produits de Tartampion qui va sortir, alors on trouvait le moyen pour envoyer notre collaborateur à Détroit, à ce salon. Bon, après, ça pouvait être des choses beaucoup plus simples, participer à des travaux, notamment avec le Code vert, qui réglementait l'usage des 4x4 sur les chemins forestiers, genre il faut éteindre son moteur quand on croise un cheval, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, dès que quelqu'un venait nous voir en disant voilà, je veux aller dehors, rencontrer des gens, on était ouais, à fond. Et puis si on pouvait venir aussi, on y allait. En tout cas, le message qu'on a voulu donner, c'était de dire qu'on est tous impliqués dans cette réinvention. C'est pas juste en haut, c'est voilà, malheureusement beaucoup d'entreprises encore séparent, c'est un peu du taylorisme de créativité où il y a ceux qui sont créatifs et ceux qui ne le sont pas. Là, on a voulu vraiment dire tout le monde l'est et il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas. Ensuite, on a commencé par changer les choses par petites touches. Parce qu'on n'a pas voulu brusquer ni nos collaborateurs ni nos clients. Donc on a fait quatre choses très simples. La première chose, on a fait ce qu'on appelle de l'empathie client. C'est-à-dire qu'on les a suivis, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'ils dépensaient 80 000 € pour 15 jours pour faire un Dakar. Pourquoi est-ce qu'ils avaient des bagnoles qui valaient entre 90 et 250 000 €. On a voulu comprendre. Et derrière, on a découvert que, par exemple, la majorité de nos clients avaient des chevaux. C'était la notion de dompter un animal, de dompter quelque chose de naturel. La seconde chose, on s'est aperçu que plus de 90% de nos clients avaient comme copilote quelqu'un de leur famille, que ce soit un frère, un fils ou une femme. Parce que nos clients étaient à 100% des mecs. Donc ça nous a permis déjà à dire, tiens c'est marrant, nos clients en fait, voilà, ils veulent être challengés, ils veulent quelque chose de nouveau, qui les mette finalement quelque part de façon inconfortable, mais où ce sont eux qui gagnent à la fin. La seconde chose qu'on s'est aperçu, c'est que on a utilisé une communauté de passionnés. Hein, c'est comme le 4x4, il y a plein de sites, plein de forums, et il y a plein évidemment de sous-cultures entre celui qui s'habille en militaire et celui qui a un 4x4 sur les Champs-Élysées. Vous voyez la palette. Mais en attendant, il y a plein de gens passionnés avec des idées. Donc on s'est dit, tiens, on va leur demander, par rapport aux idées qu'on a, ce qu'eux pensent de ce genre de choses. Ensuite, on a commencé à avoir des idées un peu plus larges. On a commencé du plus large sur qu'est-ce que sera notre entreprise dans 5 ans, dans 10 ans. Ok, mais concrètement, le mécanicien qui arrive avec son CAP mécanique le matin à 7h30, comment est-ce qu'il sent qu'on est dans la réinvention? Et le dernier, et pas les moindres, on a commencé à expérimenter nos idées avec nos clients de façon rapide et surtout itérative. Ça marche pas. Ça marche, on continue, comment est-ce qu'on fait pour améliorer ce qui marche. Ça marche pas, ok, on revient, on retourne, on répare et on réessaye. Alors, sans doute que vous connaissez ces mots-là, mais en fait, ça date de 2008-2009. Et je me suis aperçu qu'en fait, il y a pas mal de modes en ce moment, notamment avec les mots un peu utilisés. Donc je vais traduire tout ça en mots de 2014. C'est-à-dire que, en fait, sans savoir, on faisait des design thinking, on faisait de l'open innovation, on faisait des idea jams et on faisait des lean startup. Délire. Donc tous ces sujets-là, on va en parler tout au long de la journée. Tout de suite, en même temps, c'est vrai que ça claque plus, hein, ça déchire vachement mieux que empathie client, c'est ça. Quatrième chose, il s'est passé que, ok, on s'est dit, tiens, on va essayer de se réinventer, sauf que nos concurrents, entre guillemets, et en même temps partenaires et fournisseurs, donc le Boller qui fabriquait donc, le fameux Webcat, étaient aussi dans la même démarche. Mais eux, c'était beaucoup plus technologique. C'est-à-dire qu'ils se sont mis aussi à fabriquer une nouvelle bagnole qui s'appelle un Nemesis, que vous connaissez sur la route au nom de Evoque. On en voit un peu plus, donc avec un partenariat avec Land Rover, où ils ont créé un nouveau produit. Sauf que le produit de base coûtait 70 000 €, celui-là coûtait plutôt 250 270 000 €. Donc c'était pas la même chose. Sauf que nous, ça nous a ouvert une porte. Parce qu'on s'est dit, il faut qu'on se dépêche et qu'on crée nous-mêmes un produit à nous. Et seconde chose, mais 250 000 €, c'est quand même un peu cher, et on sait que les prix, l'argent investi par les sponsors dans le 4x4 est en train de décliner, donc c'était pas forcément la meilleure idée de vendre un truc trop cher. Et donc là, on est venu avec un autre produit à nous aussi, en se disant, bon là cette fois-ci il faut faire front, on a une concurrence clairement identifiée, donc ça c'est génial pour nous, parce qu'on se dit, c'est super pour rassembler les gens autour d'un chef,
c'est d'avoir un ennemi, entre guillemets, clairement identifié. Disons, la SUS à l'entreprise, donc nous aussi, il faut qu'on crée notre voiture. Donc on a commencé à courte paille, on a commencé à dessiner la voiture idéale pour nous sur une des serviettes, qui ensuite est passée par un bureau de design qui s'appelle Steve, qui nous a fait une première proposition sur laquelle on a travaillé. Mais tous ensemble. C'est devenu ce qu'on appelle le rénovation. Il a fallu 6 mois entre le dessin au courte paille et la voiture qui fonctionne et qui part sur Dakar. 6 mois. C'est ça l'avantage de ne pas être industriel et de ne pas avoir à réfléchir à toute la chaîne de montage qui est autour de la voiture. On gagne beaucoup de temps. Sachant que la voiture, l'idée c'était de construire une voiture comme un iPhone. C'est-à-dire que vous avez une voiture de base dans laquelle vous pouviez ensuite rajouter des options, mais les options n'étaient pas construites à la base. Vous pouvez les rajouter au fur et à mesure en fonction de votre trésorerie. Ensuite, on s'est mis un peu à mesurer parce qu'on s'est aperçu, on a voulu essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionnait mieux entre les idées incrémentales, donc d'amélioration continue, et les choses un petit peu en rupture qu'on faisait. Donc on a voulu un peu déterminer ce qu'on appelle les quick wins, donc c'est des trucs assez rapides à mettre en place en 1 heure, 2 heures, une journée, une semaine, et voir si ça rapportait plus, ou permettait d'économiser davantage, que d'essayer vraiment de révolutionner notre marché. Le seul truc, c'est qu'on a oublié quelque chose qui nous a coûté un petit peu cher. C'est que, en fait, en faisant ça, on est devenu leader sur notre marché. En gros, il y avait une cinquantaine de clients en France, on en avait une trentaine chez nous, et on s'est dit, bon, ça y est, on est arrivé. Enfin, voilà, on a une super voiture, on a un super service, parce qu'en plus, on a arrêté de faire la préparation de voiture. On disait, nous, on est créateurs d'aventures. On crée des aventures pour vous, vous venez, on vous donne une voiture, on vous donne une pilote, on vous donne la formation, et hop, on avance Dakar. Et n'importe qui pouvait y arriver. Notre engagement, c'était d'amener les concurrents jusqu'à la ligne d'arrivée. Pas premier, soyons sérieux, mais au moins d'arriver. Et en fait, le souci, c'est que quand on est leader sur son marché et qu'on commence à être un peu sûr de nous-mêmes, on commence à un peu moins se concentrer sur l'innovation, on regarde un petit peu moins le vent, on s'inquiète un peu plus on s'inquiète ou on s'inquiète pas de la concurrence, bref, on commence parfois à être un peu dans une logique plus de mettre des sacs de sable pour se défendre par rapport à des gens qui commençaient à nous attaquer, plutôt que de redétruire ce qu'on avait fait. Et ça, redétruire ce qu'on avait fait, on n'a pas été capable de le faire. Alors d'un côté c'est génial parce qu'ensuite on a commencé à bosser avec des entreprises qui ont les mêmes problèmes, je ne vais pas citer Ford, je ne vais pas citer Nespresso, qui sont venus ensuite nous voir et avec qui on a travaillé sur ces sujets justement. Alors, on a réussi, comment est-ce qu'on fait pour continuer à avoir du succès. L'autre souci, c'est que, en fait, à part notre truc modeste, on a juste oublié un truc, c'est qu'on n'a peut-être pas forcément regardé les bonnes tendances. Nous, on a regardé un petit peu le nombre d'inscrits au Dakar, à part l'annulation de Dakar en 2008, mais le nombre d'inscrits allait doucement en diminuant, près de 10 voitures par an de diminution. Donc sinon c'est bon, il y a toujours un marché, surtout que les Russes commençaient à arriver avec des valettes d'argent, ça allait bien. Sauf qu'on sait pas, ce qu'on n'a pas vu, c'était que finalement avec la notion de crise, les entreprises qui font de la com se sont dit attendez, on va peut-être plus tendance crise plus la tendance développement durable, la tendance, tout ce qui est l'économie de la fonctionnalité, tout ce qui est innovation de la simplicité, etc. De plus en plus d'entreprises disent voilà, on va arrêter le 4x4, on va quand même faire des choses un petit peu plus socialement respectueux, compris, enfin plus positif que le 4x4. Même si en réalité, on est d'accord, un 4x4 ça ne pollue pas plus qu'une voiture qu'on appelle une voiture plate, qui est la voiture qu'on a dans la rue tous les jours, puisqu'un 4x4, enfin, chez nous, ils sont moins utilisés qu'une voiture et surtout ont une durée de vie beaucoup plus longue. Donc finalement, la demande pour la voiture qu'on a créée, c'est, on va dire brutalement cassé la gueule en quelques mois, qui fait que aujourd'hui, Technored n'existe plus, hein. Ça les choses sont claires, hein. On est mort en 6 mois, de leader dans notre marché à rien en 6 mois. Ça a été très vite, la montée a été très vite, mais la descente a été encore plus rapide. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience? Alors déjà, moi c'est génial parce que j'ai eu une expérimentation concrète avec des gens, pas des chercheurs, pas des gens qui ont des bacs plus 5, mais vraiment avec des gens du terrain qu'il fallait parfois un peu motiver le matin par rapport à cette notion de réinvention et d'innovation. Alors, première chose, moi ça m'a donné des 4 fioles de 30 000. Parce que là, l'air de rien, je vous ai accompagné face aux 4 pratiques que l'on a, qui sont l'inspiration,
Donc trouver des idées, des tendances, l'inception qui est faire les choses un peu différemment par rapport à notre concurrent et ne pas avoir peur de détruire un truc qu'on a déjà fait. Je vous ai mis également par rapport à l'idéation qui est le plus connu, qui est le côté on met des post-it sur des murs, on trouve des idées, on fait du design thinking. Et le dernier qui est l'induction, qui est la mise en pratique concrète de nos idées le plus rapidement possible. Donc il y a 3 choses à dire. La première chose, c'est que en fait, je me suis aperçu que l'innovation, c'était pas le sujet. Innovant, ça ne veut rien dire. En tout cas, vous ne pouvez pas volontairement dire je vais faire de l'innovation. C'est pas à vous de le dire, c'est à votre marché, c'est à vos clients, c'est à tout le monde, sauf à vous, de savoir ce qui est innovant. Ensuite, c'était vraiment une question de curiosité. Les idées ne viennent pas d'elles-mêmes, on a besoin d'être nourris pour avoir des idées, on a besoin de mélanger des idées qu'on a eues ailleurs, on a besoin d'être inspiré par un autre secteur, comme l'iPhone et le rénovation, pour trouver des idées un petit peu marrantes. Et le dernier, c'est toujours de rester modeste. De jamais se considérer comme avoir gagné, jamais considérer que d'être le leader sur son marché, ça c'est le pire qui puisse arriver. Et donc c'est fort de cette expérience que je peux vous assurer qu'à Trendémic, on est vraiment les plus modestes. Merci.